Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, pour balayer l'actualité. Alors, avec un focus évidemment autour de ce projet de loi pouvoir d'achat, c'est compliqué, c'est lent, les débats traînent, mais il y a quand même cette idée d'améliorer la situation des salariés. Et puis, on parlera des TPE, PME qui ont beaucoup de mal à recruter et de la grande démission, le spectre de la grande démission qui arrive en Europe, qui frappe là réellement l'Europe et la France. On en parle avec mes invités qui sont un petit peu des habitués de l'émission, on peut le dire là très franchement. Marine Balançard, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice générale du cabinet Ariséal et vous travaillez sur la décision. Rappelez-nous le titre de votre livre, j'espère qu'on va le voir. Décider, ça se travaille. On ne naît pas bon décideur, on le devient. On travaille sur la décision sous toutes ses coutures. On le voit, édition Erol. Et vous écrivez beaucoup dans des papiers, des chroniques dans la presse. L'Obs. Et l'Obs. Olivia Copin, bonjour Olivia. Bonjour. Fondatrice Juste Business, enseignante au CELSA. Merci d'être là. Vous faites partie de ce trio magique avec Jean-Michel Garrigue, évidemment, directeur associé en charge des RH chez BLB Associés. Bonjour Arnaud. Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors là, Smart Job, emploi, travail, salaire et pouvoir d'achat, le débat à l'Assemblée, avec plusieurs sujets. Alors c'est très intéressant parce que ça a été des débats qui ont été portés en commission sur la défiscalisation des heures supplémentaires et le paiement des RTT, puisque c'est un vrai sujet. Mais, le législateur a dit, attendez, c'est pas du tout dans le texte pouvoir d'achat, ça sera dans le projet de loi de finances rectificatif, parce que ça aurait une incidence sur les finances publiques, ça va sans dire. Comment vous regardez, avant de parler de ces deux sujets qui sont très précis, ce débat pouvoir d'achat? Parce que ce qui est posé dans l'hémicycle, quand même, avec la femme de ménage, députée, qui a interpellé, vous avez vu les députés Renaissance en disant, mais est-ce que vous avez déjà été payé dans votre vie 800 €, en blaguant, elle a dit pas par jour, mais par mois. Enfin, il y a quand même un rapport au travail sur qu'est-ce que le travail. Comment vous le ressentez? Les débats à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat sont pertinents, puisqu'il y a un véritable sujet. C'était le cas c'était dans les débats de la campagne présidentielle, mais c'est bien antérieur, en fait. Ça date du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui avait fait pas mal progresser le pouvoir d'achat. Et là se rajoutent, en fait, aux problèmes structurels intérieurs, des problèmes géopolitiques. Et en fait, ça paraît un petit peu incroyable que la France essaye, avec ses petits bras, de prendre des mesurettes pour contrer une crise mondiale sur l'énergie. Et de changement de modèle, d'ailleurs. De changement de modèle, et donc on a l'impression qu'on met des petits pansements ou des petites rustines sur des problèmes de fond qui sont que... Donc pour vous, c'est pas conjoncturel, mais c'est structurel, et donc tout ça va continuer à s'aggraver. Et puis on ne parle pas des vrais sujets qui seraient la réindustrialisation de la France. En fait, on met des petites rustines et j'ai l'impression qu'on fait croire qu'on va qu'on va se sauver nous-mêmes, alors que la conjoncture est extrêmement dégradé et qu'il faudrait des mesures de fond. Rustine ou pas, défiscalisation, paiement des RTT, parce que c'est des débats assez techniques sur les cotisations patronales, on va en parler, mais c'est aussi un rapport au travail, on le voit dans l'hémicycle, certains disent on veut des augmentations de salaire, et d'autres disent surtout pas, on fera des primes. Dans tout ça bien bordé dans le temps. Enfin, ça pose un vrai sujet là autour de la question du travail. Oui, complètement. En fait, la question, c'est est-ce qu'on construit l'économie de demain avec les outils d'hier? Parce que ce qu'on propose aux gens, c'est quelque part travailler plus pour gagner plus. Mais en fait, il faut passer de la société du plus à la société du mieux. Je pense que les gens n'ont pas envie de travailler plus. Déjà, on a du mal à recruter dans beaucoup de secteurs. Ils ont envie de travailler mieux. Et puis, pour gagner plus... Mais pour faire quoi? Comme le disait justement Marine, il y a quand même une crise de l'énergie, donc on va travailler plus pour arriver à payer ses factures énergétiques. On voit bien qu'on est quand même dans la limite d'un modèle. Mais c'est presque une impasse intellectuelle. Et donc du coup, il faudra avoir vraiment une réponse beaucoup plus, je dirais, conceptuelle, stratégique, avec une hauteur de vue un peu plus grande. Là, on est dans l'urgence, alors qu'il faut penser le temps long, en fait. Oui, c'est un peu mais ça, le temps long, ça se prépare aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre ces mesurettes qui... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Garrigue? Parce que les heures sup défiscalisées, ça c'était un vieux débat, parce que Macron les met en place, Hollande les supprime, et Macron coupe la poire en deux. Et là, on est rendu à se dire, il faut défiscaliser, on va encore mettre des barèmes, et on parle du rachat de RTT. Bon, c'est un peu la fin des 35 heures, tout ça, en fait. C'est un peu ça l'idée, quand même. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que le président Macron a été, est la victime aujourd'hui de ce qu'il n'a pas vu venir lors de son précédent quinquennat. Il est, je dis ça d'ailleurs sans irrespect, il est traumatisé par la crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas vu venir. Où il s'est rendu compte que
peu pour beaucoup pouvait être important pour la majorité. Regardons les heures supplémentaires défiscalisées du temps de Nicolas Sarkozy. Ça représente quoi? Dans le meilleur des cas, 500 euros par an. C'est ça. 45 euros par mois. Oui, parce que l'entreprise ne peut pas donner 1000 euros d'heures sup tous les mois. Hein, faut pas... On se dit, comme ça, 45 euros par mois. Mais c'est un symbole. Mais pour beaucoup de gens, C'était important. on le voit bien avec le prix de l'essence, c'est extrêmement important. Le souci d'Emmanuel Macron, je ne critique pas du tout sa politique, c'est juste une réflexion factuelle. Son passé fait qu'il n'est pas sensible aux signaux faibles. Oui. Et donc, quelqu'un qui a eu une enfance aisée, qui a travaillé chez Rothschild, etc. Et je ne dis pas ça du tout sans irrespect. Un peu déconnecté, quoi. Il est Ouais, complètement bien sûr. déconnecté de la vision du quotidien besogneux et nécessaire. D'où l'interpellation de cette députée dans l'hémicycle, qui dit, mais vous savez ce que c'est que gagner 800 euros par Qui n'est pas la mois? seule. Vous avez vu d'ailleurs cette anecdote riante, si je puis dire, souriante, c'est que cette députée a été interpellée par une autre qui lui dit, mais vous n'êtes pas la seule à être une femme de ménage, etc. Parce qu'il y en a une deuxième. Qui s'est révélée à l'occasion de cette prise de parole. parole. C'est exact. Donc, en fait, quand on parle de montants qui apparaissent dans l'absolu comme étant relativement mesurés, 45 euros par mois, etc. Mais on a Rustine, tendance... où vous dites, après tout, c'est quand même pas mal de le faire. Alors, est-ce qu'on est dans un truc on colmate, où vous dites, pour certains salariés, ça leur est utile, c'est même un symbole fort, parce que le gouvernement montre qu'il s'intéresse à eux? Aujourd'hui, je pense que pour un nombre significatif de Français, chaque euro donné en plus pour son pouvoir d'achat est un euro important. Les classes moyennes et supérieures, et une fois encore, je dis ça sans jugement, peuvent considérer que, voilà, on est un peu loin de ça. Les 500 euros par an des heures supplémentaires défiscalisées, pour un nombre significatif de gens, c'est quelque chose d'important. Donc, je partage tout à fait l'avis d'Olivier, c'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à s'éloigner du quotidien pour imaginer une politique dans les années à venir qui soit une politique significative et intéressante, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans le quotidien de la consommation des Français, 500 euros par an, c'est très important. On va parler des TPE, des PME, parce que ça fait écho. Le débat dans l'hémicycle sur le pouvoir d'achat, c'est ce que vous évoquiez. Au même moment, on a des TPE, PME qui disent on n'arrive pas à recruter. Et puis on a cette petite phrase d'Emmanuel Macron du 14 juillet. Dans le sujet et dans la thématique de notre émission, elle est intéressante. Quand il parle de l'hôtellerie-restauration qui n'arrive pas à recruter, il dit mais attendez, si c'est pour faire un autre métier, moi ça me va, on change de métier. Mais si c'est pour partir à Pôle emploi et se faire payer par la collectivité alors que les autres travaillent, qui revient à lancer un peu l'idée des salariés qui n'ont plus trop envie d'aller au boulot et qui ont plutôt envie de récupérer des aides sociales. Elle vous a heurté ou vous dites qu'il a peut-être pas tort, Emmanuel Macron? C'est vrai qu'il y a un problème. On la voit, la phrase, d'ailleurs. Oui, à un certain niveau de salaire, il y a effectivement un problème. C'est-à-dire que ça coûte plus cher aux employés d'aller travailler parce qu'ils doivent payer des gardes d'enfants. Ils doivent payer des dépenses donc, ils restent de chez eux. gasoil. Et donc, en fait, ils travaillent un petit peu pour le système. Et puis, ils s'arrêtent dès que possible parce que faire garder des enfants coûte une fortune. Donc, effectivement, il y a ces fameux seuils, mais qui sont très connus. Et très, mais il a raison, Emmanuel Macron. Il a raison, mais ce n'est pas eux qui faut stigmatiser. Ouais. Mais il a raison, mais c'est très marginal. Et ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut stigmatiser. Le coût du travail... En fait, une entreprise, quand un employé reçoit 100, l'entreprise, ça lui a coûté 218 ou 220 euros. On a le coût du travail le plus élevé d'Europe. C'est vrai. Il y a un problème de personne ne réforme. remet en question d'ailleurs le débat sur les cotisations, sauf que sur la défiscalisation des heures sup et des RTT, vous avez vu que la CPME et le MEDEF vont très loin. Ils disent qu'il faut défiscaliser de cotisations patronales et sociales, puisque certaines heures sup sont déjà défiscalisées sur le social. Il faut aller au bout, il faut retirer les charges. Se repose aussi le débat de notre coût de travail, à travers tout le débat qu'on a sur le pouvoir d'achat. Je ne sais pas, Jean-Michel Garrigue, Olivia Copin, qui veut... Allez-y. En fait, on se rend compte que les secteurs d'activité, par exemple dans lesquels la crise de l'emploi est une crise majeure, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites. Clairement. Quelle est la caractéristique de ces secteurs? Pour l'essentiel, ce sont des secteurs qui imposent des sujétions liées à l'emploi. Des horaires de travail décalés, des rémunérations souvent un peu faibles, etc. Ce qu'a appris la période de la pandémie, de la Covid, des confinements, c'est que ces salariés, on va dire, très opérationnels, très, comment dirais-je, en lien avec l'activité de l'entreprise,
se sont rendus compte qu'il avait une autre vie que celle qu'ils connaissaient depuis ça. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je connais... C'est pas la flamme sur la caverne, ils ont vu, ils ont vu le Moi, je vrai connais beaucoup- ciel en fait, hein, c'est Platon, hein, il y a de ça. Hein. Je connais beaucoup de gens dans le monde du BTP, dans le monde de ce qu'on appelle les CHR, c'est-à-dire les cafés, hôtels, restaurants. Eh bien, Oui, ils ont retiré la prise. Hein. mais, Ah oui. mais même des restaurants de très grande qualité, des étoilés Michelin, etc., qui n'arrivent pas à trouver des collaborateurs, qui disent, nous, on ne veut plus travailler le soir, la nuit, le week-end, etc., etc. Et donc, ceux qui étaient auparavant des compléments de revenus, c'est-à-dire des gens, alors il y avait les gens qui travaillaient à temps plein, puis il y avait tous les gens qui trouvaient des compléments de revenus à C'est temps ça. partiel pour faire des équipes qui se complétaient sur un nombre d'heures convenu au départ et qui permettaient d'assurer des services en permanence. Le nombre de restaurants, allez voir sur les réseaux sociaux, mais je peux vous en donner des exemples, qui ouvraient par exemple 7 jours sur 7, Ils ferment. Ouais, ils ferment maintenant 1 ou 2 jours par semaine parce qu'ils ne trouvent plus de personnel. Olivia Copin, c'est vous qui avez fait le lien en Oui. fait Bah, entre du coup, cette espèce d'esprit où on n'arrive pas à recruter, les gens veulent plus aller bosser. Bah oui, parce que déjà que les gens veulent pas travailler, alors pourquoi ils voudraient travailler Plus, mais c'est vrai que non, mais il y a Donc, quelque en chose fait, de. on est vraiment dans un décalage. On Ouais, c'est prend vrai. des outils d'hier pour répondre en fait à des problématiques qui sont complètement. Voilà, je pense que la question n'est pas du tout là. En fait, je pense que dans la hiérarchie des valeurs aujourd'hui, le bien-être est passé devant le travail. Donc du coup, les salariés, ce qu'ils veulent, c'est pas travailler plus. Déjà, ils veulent travailler dignement. Donc ils vont pas Ou différemment. ou différemment. Ouais. Alors déjà dignement, c'est-à-dire déjà par rapport à ce que je travaille, est-ce que je peux avoir un salaire digne? Je vais pas travailler encore plus pour 2, 3. Alors même si je suis d'accord, chaque euro compte, mais c'est quand même vrai. la question de la dignité elle est importante. Ensuite, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est la restauration est un très bon exemple. On a beau augmenter les rémunérations, pour autant les personnes ne veulent pas prendre les postes. Les chiffres TPE, PME, note de conjoncture de CPME. Donc, il était sur notre plateau avant-hier, le président de la CPME. Ces chiffres sont assez atterrants. 51% des dirigeants interrogés cherchent à embaucher. 94% d'entre eux éprouvent des difficultés à recruter des profils. Ça, on reste en fait sur tous les débats qu'on a eu depuis presque un an ensemble. Et 24% des dirigeants sont confrontés à un turnover important. C'est intéressant parce que le chiffre 94, on le sait, mais en plus, il y a du turnover. C'est-à-dire que les gens viennent bosser et s'en vont. C'est quoi les ferments de cette espèce d'instabilité permanente? Mais que les TPE, PME aient du mal à recruter, elles ont toujours eu du mal à recruter. C'est vrai. Et on a vu ensemble un sondage sorti Grandes Écoles où veulent travailler les jeunes C'est diplômés. vrai. C'est chez L'Oréal, chez Google, pas dans les Ouais, TPE, c'est PME. vrai. Donc on avait stigmatisé un petit peu un manque d'imagination de ces jeunes diplômés ou un manque de prise de risque. Ou parfois un manque de marque employeur aussi de certaines entreprises. Il y a peut-être aussi un Oui, c'est travail ça, à faire. Et puis c'était Les deux, mon capitaine, non? Puis c'est des questions fermées. C'est-à-dire, on vous donnait une liste Oui, d'entreprises voilà. et on vous disait où voulez-vous travailler. Il y avait un petit problème de méthode dans le sondage. Non, mais il y avait de la méthode, mais on parlait les des cafés TPE, restauration. PME, Ils ont des efforts à faire quand même pour donner envie de venir chez eux. Mais regardez les offres d'emploi, Arnaud, 10 € de l'heure. Moi, j'ai regardé les offres d'emploi pour travailler dans un café, 10 € de l'heure. Voilà. C'est Donc, même pas, c'est le prix d'une femme de ménage, hein, si je m'autorise. Bah, 10 € de l'heure, C'est ça. un Même moins. Même moi. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas Voilà. motivant. Donc on dit qu'ils ont augmenté leur salaire. Moi, regardez les petites annonces. Hein. Et effectivement, Donc, il y en a des il y milliers. a quoi? Il y a un trompe-l'œil aussi sur les salaires parce qu'on nous dit attendez, il y a des Non, mais- NAO, tout a augmenté, les salariés, les chiffres de les charges l'INSEE. sociales sont Mais c'est énormes. une question de statut social global et c'est en lien avec un des sujets qu'on va aborder sur la grande La grande démission, etc. bien sûr, les trois se tiennent en fait. Mais bien Les sûr. trois se tiennent absolument. Pourquoi les chiffres en France sont moins importants que les chiffres dans le pays anglo-saxon? Parce que dans le pays anglo-saxon, vous n'avez pas de protection. C'est-à-dire qu'on vous dit à 14h, vous finissez à 18h. On vous donne un carton avec vos affaires personnelles. Et on doit trouver vous un boulot. partez. Pourquoi voudriez-vous que dans l'autre sens, le salarié ait une vision différente du rapport avec l'emploi? En France, on est dans une fois encore, c'est C'est notre réflexion modèle objective. social. Enfin, on est dans la protection, le statut collectif, l'assurance chômage, les aides, la retraite. Vous dites la vérité est au milieu etc. entre le modèle. Non, je dis simplement qu'on réfléchit peut-être un peu plus parce qu'on a un statut collectif global qui est extrêmement prégnant en France. Une fois encore, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Et protecteur. C'est juste un constat. Dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, etc., vous n'êtes plus rien si vous n'avez plus d'emploi. Ça joue en faveur de l'employeur, mais
quand la conjoncture Oui, le marché se tourne, fluidifie. se retourne là, eh bien ça joue en faveur du salarié. Pourquoi voulez-vous que le salarié ne dise pas à son employeur je m'arrête ce soir quand l'employeur peut le faire? En France, les préavis, les protections sociales, les assurances chômage, etc., on est forcément à la fois, on devrait être moins craintif parce qu'on a derrière de quoi subvenir, mais de notre côté, on est habitué à une protection collective qu'on ne connaît pas du tout dans ces pays-là. Vous en pensez quoi, Olivia Copin? Parce que même le président Macron a évoqué une deuxième réforme, vous avez vu, là, et c'est dans les tuyaux, il y a eu cette réforme dont les décrets sont arrivés, et une deuxième réforme de l'assurance chômage, où globalement il dit, il faut aller un peu plus loin maintenant, quoi. Il faut serrer un peu plus la vis. Alors oui, alors quand même, je note qu'aux États-Unis, qui est quand même le pays de la grande démission, Ben oui, on il y a va lancer le absolument sujet. aucun droit au chômage, les gens n'ont absolument pas le droit. Et pour 15 jours pour certaines entreprises, parfois on a 15 jours en fonction de... Après, c'est vrai que le marché est plus souple, il y a moins de contraintes, donc on retrouve aussi peut-être plus facilement un travail. Je pense que c'est vraiment une crise. C'est une crise de la reconnaissance et du sens, c'est-à-dire à quoi sert mon travail et comment je suis reconnue dans ce travail. Crise mondiale d'ailleurs, quand on voit les chiffres de la grande démission. Mais par exemple, les métiers du service, de l'autre côté de l'Atlantique, ils sont payés gracieusement aussi grâce au pourboire. Enfin, le métier de serveur aux États-Unis est beaucoup plus valorisé qu'en France. Donc c'est une question d'être reconnu. Et effectivement, l'argent, c'est un des vecteurs de reconnaissance. C'est la reconnaissance d'un métier, d'un statut. Mais si, la reconnaissance sociale, et ça parle de l'école, c'est-à-dire de ne pas dire ceux qui font des études, c'est des gens intelligents. Puis toi, tu finiras serveur parce que c'est une mauvaise note. Si tu n'as pas fait d'études, tu es nul et puis tu es serveur. Exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des jobs d'été. Moi, j'en ai fait dans le service ou dans la vente. Je peux vous dire que vous êtes traité, vous êtes en bas de l'échelle de la société. Donc, il y a tous. Et c'est pour ça que ces métiers ne sont pas attractifs aujourd'hui. Marine Balançard, ce chiffre, je ne voulais pas l'oublier parce que dans les difficultés de recrutement des TPME, PME, il y a 74% l'absence de candidats. Bon, ça, on en a évoqué. Mais ce qui est très intéressant, et ça rejoint ce qu'on se dit, c'est 47% le manque de compétences. C'est-à-dire que la grande réforme dont on parlait tout à l'heure du temps long, c'est aussi de remettre à plat notre modèle éducatif. Juste d'un mot pour parler de la grande démission. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui vous disent, moi je reçois des collaborateurs qui savent à peine écrire. Et ils ont pourtant fait 10 ans d'études, ils sont allés pour certains presque jusqu'au bac. Et globalement, ils n'arrivent pas à faire un courrier sans faute de syntaxe. C'est très inquiétant, Marine. Oui, mais les classements de la France dans l'éducation sont catastrophiques. Non, mais notre modèle est malade. Donc, pour aller un peu loin dans notre histoire, là. Mais tout est malade. Les professeurs sont malades, les élèves sont malades, l'enseignement supérieur est malade. Quel paysage sombre de la société, quand même. On va dans le mur, mais en klaxonnant. Oui, c'est ça. On est assez content de nous-mêmes, quand même. Exactement. Marine? Non, je ne dirais pas qu'on est content de nous-mêmes. Enfin, tout le monde est très inquiet, plus la gronde sociale. Enfin, moi, j'ai entendu cette année des parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants à l'université de peur des grèves dès le mois de septembre-octobre. Donc, il y a quand même un énorme problème de confiance générale. Et 70% des Français ont peur des autres. Les Français ont peur des autres Français, 70%. Ipsos. On termine avec ce chiffre parce que je vois qu'on a un peu le temps d'en parler. 30%, ça c'est un chiffre effectivement assez éloquent. 30% des salariés interrogés, Italie, France, Allemagne, Angleterre, sont susceptibles de quitter leur emploi dans l'année. On a parlé de la grande démission en France, alors le chiffre était 9% de mémoire, donc c'était... Mais là, on voit quand même qu'on est au-delà des 9, c'est 30. Donc il y a un phénomène européen où le niveau des salaires est trop bas, où le rapport au travail est dévalué, démonétisé. C'est quoi C'est vraiment un alignement des planètes avec une crise structurelle économique, vraiment du niveau des salaires nivelé par le bas. Et puis aussi une crise de sens, toujours, mais liée aussi en fait à l'effondrement du monde tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire le Covid, la guerre en Ukraine, aujourd'hui c'est les incendies. J'ai envie de dire bel été à tout le monde. Voilà, donc, mais alors pas forcément parce qu'il y a une forme de résilience si on peut trouver un rebond, mais du coup forcément ça a désordonné notre hiérarchie des priorités de nos vies. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans un monde horrible, ça veut juste dire qu'aujourd'hui mon travail n'est pas le centre de ma vie, comme la consommation ne va pas pouvoir être le centre. Je ne veux pas créer de polémique et qu'on s'engueule, mais j'entendais Jean-Michel Garry qui me disait que c'était un peu notre modèle social qui en était le responsable. C'est une espèce d'aisance, de facilité à pouvoir profiter, effectivement, et qui parfois peut être un élément négatif. Mais juste aux États-Unis, pour le coup, il n'y a pas ce matière social. On est d'accord. Non, mais c'est quand même les champions de la grande émission. Et juste, je voulais rajouter aussi, il y a un phénomène qui est très intéressant qui vient des États-Unis. Ils appellent ça la stay interview. C'est-à-dire qu'en fait, on fait plus d'entretien annuel pour faire un peu le bilan
voilà, on va faire des entretiens pour inciter les personnes à rester. C'est-à-dire Oui, j'ai vu ça, ouais. la cité interview, est-ce que tu te sens bien dans l'entreprise, qu'est-ce que tu recommandes? Surtout par pas, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est bon, pourquoi pas? Il y a peut-être des outils pour essayer de retenir les gens. Grande démission qui touche l'Europe, tous les pays d'Europe, les pays développés de l'Europe. Alors, grande démission, quand on regarde dans le détail, en fait, ça touche essentiellement les gens qui ont un très bas salaire. Oui. Ça touche les gens qui ont des mauvais managers. Et ça touche des gens qui n'ont pas de perspective de business. Ça fait du monde. Donc en fait, on est très très loin, si on regarde le détail des études, du cadre sup qui veut se lancer dans la boulangerie ou la fromagerie. C'est pas du tout ça, la grande démission. Oui. Donc il y a vraiment... Et d'ailleurs, si vous regardez les préoccupations des Français, le premier critère pour le choix d'un boulot, c'est le salaire. Ça reste le salaire. Ça reste la localisation de l'entreprise. Avec le sens qui talonne derrière. Mais c'est le salaire en tête. Hein. Et en fait, dans toutes les entreprises qui ont du sens, les entreprises à mission ou les entreprises du développement solidaire, les gens se retrouvent à se dire je sers une entreprise qui a du sens et ils s'esclavagisent en fait. Ça justifie qu'ils soient mal payés, qu'ils fassent plus d'heures. C'est vrai que dans certains secteurs, les gens l'acceptent. Il y a un énorme problème là-dessus. Donc, je suis sur la grande démission, je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues et malgré tout, le sens reste un des critères. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est un des 3 ou 5 principaux critères de choix de mon travail. J'ai peur qu'on n'arrive pas à ensoleiller notre débat parce que le panorama est assez sombre, mais quand même, on évoquait la grogne sociale, il y a quand même un enjeu à travers, pour boucler notre débat sur le pouvoir d'achat. Le projet de loi, c'est quand même d'éviter qu'on ait en novembre une grogne sociale de l'ampleur des Gilets jaunes et que la grogne soit telle que finalement le MEDEF et Renaissance soient obligés un peu à la va-vite d'augmenter les salaires. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quoi le juste équilibre là? Parce que les primes vont arriver. Mais il faut augmenter les salaires. D'accord, non mais je voulais vous entendre le dire. Il faut baisser les charges, il faut que l'État réduise sa folie de vouloir pallier son train de vie et aussi arrête de dire qu'il peut contrer l'ensemble de... Je vois les gros yeux de Jean-Michel Garrigue. Non, c'est pas les gros yeux. C'est le train de vie qui vous choque? Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas eu de réforme de l'État. Ça c'est clair. Voilà, je partage tout à fait cet avis. Mais le souci, c'est que on commence à se rendre compte aujourd'hui. Hein, rappelons-nous les discussions sur ce plateau il y a de nombreux mois. Où va s'arrêter la dépense publique? On est d'accord. Elle ne s'arrête pas. Évidemment, il faut augmenter les salaires. Les entreprises disent ah ben nous, il faut nous aider, il faut nous accompagner. C'est bien sûr. On est tout à fait d'accord pour augmenter les salaires. Mais aidez-nous. Mais diminuer les charges. Tout à fait. Le débat revient sur la table. Et à ce moment-là, on va en être à 5, 10, 15, 20 milliards, etc. Et je pense qu'un jour ou l'autre, il va arriver un moment où on va nous dire... Ça va casser. On ne peut plus le faire. C'est exactement la situation dans laquelle se trouve un débiteur qui a accumulé des emprunts pendant des années. Il n'est plus en capacité de rembourser. Alors que vous soyez puissant ou misérable, votre traitement sera différent. Bien sûr, la France n'est pas prête d'être déclarée en cessation de paiement. Mais je pense aussi que d'avoir à la fois un discours de Bruno Le Maire, de Christine Lagarde, des autorités européennes en disant attention, la France, bon, elle a peut-être dépassé un peu la norme, etc. Le quoi qu'il en coûte, les taux remontent. Le quoi qu'il en coûte a eu des effets incontestablement positifs pendant la période mais là, de la pandémie. Là, on peut plus tenir. Mais il y a un moment, là, les mesures aujourd'hui qui sont... mais elles ont des coûts, hein. Défiscalisation RTT, ça a un coût. 20 milliards par-ci, 20 milliards par-là, etc. Mais où va-t-on s'arrêter? Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il y a un moment où il faut se dire... Votre analyse, c'est la peur, effectivement, du président Macron de se dire, comme j'ai peur de nouveau d'un embrasement, donc je dépense. Mais donc j'affaiblis le pays. Je ne vois pas comment on va l'éviter. D'ailleurs, Poutine a déclaré cette semaine que, du coup, un des objectifs de la guerre en Ukraine, c'était aussi de déstabiliser les économies européennes. Bien sûr. Pour installer des gouvernements populistes. Donc, de toute façon, on voit dit. bien que l'objectif est là. Donc, c'est le deuxième effet de cette guerre en Ukraine, hein, c'est la déstabilisation et les mouvements sociaux qui peuvent découler des difficultés économiques, puisqu'on n'a pas du tout évoqué le gaz, les énergies, qui vont venir évidemment gréver le pouvoir d'achat des Français. Je rappelle que c'est quand même Emmanuel Macron qui a mis les gilets jaunes sur les ronds-points, avec la taxe carbone. Des taxes carbone, des mesures absurdes des 80 km/h, ou de réduire les APL de 5 euros par... Et qui est une des personnalités préférées des Français. Mais la France, il est très haut, tout près de Yannick Noah. On a réveillé des forces qui n'auraient jamais dû être réveillées. Mot de la fin, Jean-Michel Garrigue, est-ce que c'est poli de faire ça? Le paradoxe de la France, c'est ça. C'est d'avoir à la fois
un président qui a un taux important, je dirais, d'estime, et puis de l'autre côté... le président, sa popularité diminue. Ouais, vraiment très basse, hein, il a 37% là. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on vit aujourd'hui au Parlement est une innovation qui n'a pas existé depuis des années. C'est du jamais vu. C'est-à-dire l'existence de véritables débats démocratiques, quelle que soit l'opinion que l'on ait, on discute de ce qui doit arriver et de ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Et on négocie, ce qui arrive à faire rarement à l'Assemblée. Et on voit d'ailleurs, aux grandes dames des gens, ça sera Marine Balançard. Des députés de partis extrémistes abondés selon les sujets. On s'arrange. Mais bien entendu. Un mot, vous n'êtes pas d'accord, pour conclure. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais on négocie, mais oui, c'est la culture du compromis, mais on négocie sur des mesurettes, c'est-à-dire... Sur les fameux sparadraps. On envoie des paillettes pour cacher le manque de réforme de fond, le manque de direction, le manque de vision. Et ça, c'est inquiétant pour Merci pour à tout le vous. monde. Dans la 4e République, il n'y a jamais eu de réforme de fond, parce qu'on passait son temps, quand dans la 3e République, à essayer de composer en permanence pour accoucher de réformettes. De réformettes, d'où la suppression de la 4e Écoutez, vers la 5e. 75% des jeunes jugent l'avenir effrayant. C'est du jamais vu. Écoutez, je leur dis bel été à tous, profitez bien de vos vacances quand même, parce qu'on a quelques sujets qui nous attendent là à la rentrée, tant sur le temps court et la crise que sur le temps long. Transformation du travail, transformation écologique, il y a beaucoup de sujets. Merci à vous trois d'être venus si régulièrement dans l'émission Smart Job et dans les experts chaque vendredi. Ça a toujours été un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Merci à Olivia Copin, fondatrice Juste Business, j'ai réussi à le dire, hein, j'ai mis un peu de temps, enseignante au CELSA. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet Ariséal, et merci à Jean-Michel Garrigue, cabinet BLB Associés, en charge des RH. Vous l'avez été vous-même pendant de longues années. Merci à vous trois. Vous revenez évidemment quand vous voulez. La porte est grande ouverte. Elle sera fermée après. Là, on est en vacances. C'est fini. Ne venez pas la semaine prochaine. Ça sera fermé. Merci à vous. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler du gaming. On en parle beaucoup depuis quelques jours, qui est lui aussi un secteur assez méconnu parce que c'est le e-sport et c'est le gaming et il est très créateur d'emplois. On en parle avec notre invité.